à côté du bistrot. Donc le principe, c'est que donc, une nouvelle épicerie qui est ouverte à tout le monde, donc tous les étudiants qui ont un budget alloué à la nourriture qui est égal ou inférieur à 200 € par mois. Si vous voulez y avoir accès, il faut juste remplir un petit dossier qui prend peut-être 1 minute à remplir, qui se trouve sur notre page Facebook Lyon 3 Développement Durable. Et ils nous le renvoyaient par mail. Donc elle ouvre demain cette épicerie de 14h à 18h pendant un mois, donc c'est un mois test. Et si on a assez d'étudiants qui viennent en profiter, elle sera ouverte l'année prochaine toute l'année. Du coup, on vous encourage vivement à venir et on compte sur vous. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous. On va peut-être commencer parce que comme Bruno Morizet a fini à pile à 10h, vous avez pris la pause. Du coup, on est déjà à 10h, presque 10, 8 plutôt. Je voudrais, étant donné qu'en plus on n'a qu'une séance, il faut vraiment que j'arrive au bout du diaporama. Sinon, on va avoir un problème pour le partiel, évidemment. Donc, du coup, si j'ai des questions du QCM qui ne sont pas traitées, voilà. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je pense que vous n'êtes pas au courant parce que ça s'est décidé pendant la semaine des vacances. Vous savez que Pauline Iotis, en fait, elle est en congé maternité. Donc, elle a fait une partie des séances. Après, vous avez eu des séances avec Karine Benarcha, 3 séances. Donc, il y a une séance avec moi cette semaine et puis vous aurez encore deux séances. Je crois qu'il y en a une avec Samuel Depraz et peut-être une de Julie Gaël Détrich, s'il n'y a pas de changement d'ici là. Donc, du coup, ça signifie, compte tenu de ce cas particulier d'un congé maternité, logiquement, le CM, c'est moi qui l'ai assuré pendant 8 ans. Donc, cette année, je l'avais lâché. Je n'ai pas lâché la bonne année, vous allez me dire. Hein. Du coup, malgré tout, vous voyez, je fais qu'une séance en me disant, et vous allez comprendre ce que je vais vous faire, qui va peut-être vous enquiquiner un peu, mais pour moi, c'est pas possible de passer en deuxième année en n'ayant pas les éléments théoriques de ce qui fait la vie. Donc, du coup, comme il restait des séances, j'ai profité d'une séance pour faire ça. Je ne pouvais pas vous faire 2 séances compte tenu de mon agenda, donc sinon j'en aurais fait plus. Donc du coup, compte tenu de ce contexte particulier, on a plus ou moins décidé parce qu'on m'a demandé comment je faisais le cours et évidemment le partiel. Généralement, je posais 5 questions, plus ou moins sur lesquelles il fallait que vous répondiez plus ou moins longuement, 10 lignes ou 20 lignes. Voilà, donc et qui parcourait en fait l'ensemble du cours et puis qui utilisait un petit peu des redites du TD, des illustrations du TD. Là, cette année, du coup, compte tenu du contexte, Karine Benafla et Pauline Iotis ont décidé plutôt de faire un QCM. Moi, je n'ai pas été contre, généralement, je suis complètement contre. Mais j'ai dit oui, compte tenu du contexte, parce qu'un QCM, ça ne demande pas à l'enseignant-chercheur, c'est long à monter. Mais par contre, ça évitait à Pauline Iotis de se retrouver à corriger une grosse partie des copies. Et moi, je trouve qu'en congé maternité ou maladie, il n'y a pas de raison que l'enseignant-chercheur soit obligé de corriger ses copies. L'an dernier, j'ai été absente 3 mois. Et il y a 3 ans, pareil. Je me suis retrouvée en plein état, allongée, sous médicaments, calmants et tout, à corriger des copies. Ce qui est complètement anormal. Vous êtes en arrêt maladie, vous n'êtes pas censé corriger copie. Donc, du coup, j'ai soutenu l'idée du QCM. Et
l'information. Et là, dans le PowerPoint que j'ai revu ce matin, j'ai essayé à chaque fois de faire des zooms sur des éléments qui sont essentiels et qui donc risquent d'être dans le QCM. Pour moi, la surprise du partiel, je ne suis pas du type à vous donner, donc il y aura 5 questions sur cette séance, il n'y aura aucune surprise sur les questions. C'est pas ça le jeu de l'enseignement, pour moi c'est pas ça. Vous devez acquérir des connaissances, les absorber, je ne suis pas là pour vous faire un coup comme ça en posant la question à laquelle vous n'attendiez pas. Voilà, et c'est comme ça jusqu'au master, généralement, ça fait à peu près sur quoi ça va tomber. À vous de structurer votre pensée et puis d'aller apprendre l'information et de compléter. Alors non, ça sera a priori, donc pour la partie polymyotis, ma partie et la partie de Karine, et je pense celle de Judy Gaël, apparemment elle était d'accord, c'est des QCM. Pour Samuel Deprat, je pense qu'il a s'allié à nous, mais comme moi, il n'aime pas trop le QCM. Sauf que là, il l'a dit, et moi je l'ai dit, bah oui, mais en arrêt maternité ou maladie, c'est quand même hard de corriger, surtout les premières années, quoi. Ce qui est complètement illogique. Vous avouerez que quand vous êtes en arrêt maladie, vous êtes en arrêt maladie, vous ne répondez pas à des mails. Hein. Donc voilà un peu le contexte. Donc il est fort probable que tout le monde se fasse un QCM. En tout cas, pour 4 intervenants, vous aurez un QCM, et là, il y aura 5 questions là-dessus. Alors du coup, de quoi on va traiter? Vous l'avez compris, je vous ai dit que c'était des éléments qui me paraissaient indispensables pour comprendre ce qui fait une ville. Hein. Et donc, comment on peut expliquer le fait qu'il y a des villes qui grossissent, des villes qui rétrécissent, pourquoi il n'y a pas une seule ville au monde, hein, ou une seule métropole globale au monde. Voilà. Alors, justement, ça c'est un jeu d'agglomération qui fait qu'on va se concentrer dans l'espace, mais il y a aussi un jeu de dispersion. Il y a des effets qui génèrent de la dispersion. Et donc là, ce qu'on va voir, c'est les 2 éléments clés qui permettent d'expliquer la naissance et même finalement la présence et la maintenance du fait urbain, mais aussi le fait qu'on n'a pas seulement une seule ville par pays ou par zone géographique, mais qu'on en a un certain nombre. Donc voilà, ça permet d'expliquer ça. Et puis, donc ça, cette première partie, elle va être assez théorique. Hein. Donc là, il faut absorber de l'information, hein, ça, et comprendre les mécanismes. Et puis après, la deuxième partie, je vais vous illustrer finalement en quoi il y a ces métropoles. Vous avez vu, j'ai vu le diaporama sur la métropolisation. Donc, je vais essayer de vous donner une définition de la métropole globale. Donc la métropole d'aujourd'hui, hein, au sens celles les villes qui comptent dans le monde, hein, celle que vous avez vu dans le Global World Cities, hein, le GAVWS, vous avez vu, celles qui sont en haut dans les alphas. Hein. Donc comment on les explique ces alphas? Et bien on les explique tout simplement grâce aux forces d'agglomération et aux forces de dispersion. Donc je vais illustrer ce propos avec les métropoles globales et puis le cas de Paris. Voilà, donc du coup vous avez une petite partie illustration. Voilà, donc sans perdre de temps, l'objectif de cette première partie, c'est de voir que la ville elle résulte de puissances forces d'agglomération qui agissent de façon cumulative. Donc il y a 3 phénomènes. Les forces d'agglomération, les processus cumulatifs et les forces de dispersion. D'accord? Voilà, c'est ça qu'on va voir. Donc, elles agissent de façon cumulative et sont freinées par des forces de dispersion. Alors, le diaporama, vous allez l'avoir. Je vous montre tout de suite avant d'oublier où vous le trouverez. Je fais partie des enseignants-chercheurs minoritaires au sein de Lyon 3 qui n'utilisent pas Moodle. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas accès à mon PowerPoint, mais vous allez avoir accès à mon PowerPoint ailleurs que sur Moodle. Je vous donnerai une anecdote pour vous faire comprendre pourquoi pas Moodle. Je m'abstiens de Moodle. D'accord? Donc, tout simplement, vous allez faire une recherche sur mon nom de famille. Voilà. Bourdeau-le-Page. La page, elle sort, c'est Google ou Métropolitique, et une revue justement qui traite des métropoles et des villes en général. Vous cliquez là-dessus. Vous tombez évidemment sur la page d'accueil avec les actualités, ce que j'ai pu faire. Et puis vous avez la partie enseignement sur le côté. Sur enseignement, vous faites quoi? Vous faites géographie urbaine. Et donc, d'accord, ça c'est nouveau.
ça arrive. Hein. Et donc du coup, voilà, vous avez le plan du cours tel qu'il existait l'an dernier. Je l'ai laissé parce que c'est utile pour des collègues souvent d'Afrique du Nord qui me demandent mes cours, donc je leur donne. Et du coup, je laisse le plan pour qu'ils puissent interagir avec moi. Donc la vidéo, et puis là, vous avez tout simplement le PDF du cours. Il est verrouillé. Voilà. Donc là, vous pouvez télécharger le PowerPoint. Hein. Enfin, c'est un PDF. Et donc, du coup, pour vous donner le mot de passe, c'est tout simplement GU, géographie urbaine, majuscule, 11 mars 2020. En lettres ou en chiffres? Voilà. Le mot de passe pour ouvrir le PDF, c'est GU, 11 mars 2020, le et le 1. Alors, quand vous mettez un et ou un 1 ou un signe comme ça avec un chiffre, ça verrouille à fond votre PDF, c'est le plus haut niveau de sécurité. C'est pour ça que j'utilise ça. Et je vous conseille d'utiliser ce genre une combinaison des lettres de ce qui se trouve en dessous la ligne de chiffre. Ça permet vraiment de verrouiller bien vos minuscule 20. Donc j'ai eu comme géographie urbaine, 11 mars 2020, c'est aujourd'hui, et puis le symbole et 1. Ah, c'est bon, c'est d'accord. Comment on fait pour vérifier? Si jamais il y a un problème, envoyez-moi un mail. Généralement, je ne réponds pas, mais comme il n'y a qu'une séance, enfin, je ne réponds pas quand c'est pour des codes, mais comme il n'y a qu'une séance, là, je répondrai. Hein. Ok. Voilà, donc du coup, vous le téléchargez. Alors, d'abord, vous téléchargez et après, vous pouvez l'ouvrir. Je vous déconseille de le lire sur Internet, ça bug souvent, comme vous avez pu le voir. Voilà. Ça va pour tout le monde pour cette question-là? Tu tapes Bordeaux-Lepage. Alors pourquoi j'utilise pas Moodle? Tout simplement parce qu'il y avait un système Moodle à Paris 11 à l'université d'Orsay. Dans la gauche, tu as une catégorie en gras qui s'appelle et j'ai retrouvé les cours en France sur Internet. Urbaine. Donc Moodle exclu. Voilà. Vous avez l'anecdote. Les systèmes pour moi, les systèmes des universités ne sont pas suffisamment sécurisés, même si aujourd'hui on est ensuite, tout en bas de la page, tu as un tout petit encarté avec marqué télécharger. J'ai ma signature Lyon 3, mais je n'utilise pas. Pour que ça fasse de la merde. Mon adresse de Lyon 3, parce que quand je suis à l'étranger, par exemple en Chine, je suis sûre de ne pas pouvoir accéder à mes mails, en fait. Donc voilà, donc ça c'est un choix. Hein. Il ne concerne que moi. Quand je n'ai pas d'obligation de faire autrement, je fais comme ça. Puis le jour où on m'obligera, il y aura plus rien sur Moodle. Voilà, tout simplement. Donc du coup, on revient. Donc vous stressez pas si vous n'avez pas pris toutes les notes. La plupart du temps, ce qu'il faut, c'est plutôt dire, écrire ce que je dis en plus de ce qu'il y a sur le diaporama 1. Donc on a dit des fortes agglomérations qui arrivent de façon cumulative. Hein, donc quand il y en a une, il y en a une autre, et la deuxième entraîne une troisième. Mais finalement, tout ne va pas s'agglomérer parce qu'il y a des effets qui sont négatifs, ce qu'on appelle les externalités négatives, donc des forces de dispersion qui font qu'à un moment donné, la ville va s'arrêter de croître. On ne va pas tous se concentrer au même endroit. Donc dans cette séance, on va regarder, on va essayer d'identifier ces forces d'agglomération, forces de dispersion. On va les décomposer, voir qu'est-ce qu'on entend par force d'agglomération, qu'est-ce que ça comprend, et quelles sont les forces de dispersion. Et chiant, parce qu'après, il faut toujours retaper le mot de passe. Et on va voir comment elles se combinent. Et on comprendra pourquoi il existe des villes, des métropoles globales, pourquoi il y a plusieurs villes, pourquoi il y a des petites villes, des grandes villes. Ça va nous permettre d'expliquer ça, la répartition finalement de nous, humains, sur la planète. Donc voilà, la répartition humaine, on a des cartes beaucoup plus récentes. Donc là, c'est évidemment, avec l'intensité lumineuse, on voit les points où sont localisés les individus, et on voit bien qu'il y a des zones où ils s'agglomèrent plus que d'autres. D'accord ? Donc, première partie du cours, force d'agglomération et force de dispersion. Alors, d'abord un petit prologue. Et normalement, avec cette petite histoire, vous allez saisir ce qui se passe. Imaginons, lisez pas le diaporama là. Hein, donc, c'est le prologue, c'est la vie des morts. Sinon, je vais l'effacer. De toute façon, je peux faire ça. Comme ça, je suis sûre que vous allez m'écouter. Donc, imaginons que vous et moi, nous sommes des individus, mais que tout d'un coup, on devient des particules électromagnétiques. D'accord? On est tous des particules électromagnétiques.
densité, etc. Hein. Donc on est répartis de manière homogène. Donc il semblerait, souvent on dit que c'est la situation parfaite. Vous allez voir que non, pas du tout. Donc, cette situation, pour moi, c'est une situation qui n'est pas stable. Alors qu'on vous dit généralement que l'homogénéité spatiale est stable, par définition, c'est une situation instable. Pourquoi c'est une situation instable? Très facilement, s'il y a une homogénéité des individus dans l'espace, qui sont des éléments, des petits particules électromagnétiques, s'il y a un grain de poussière magnétique, qu'est-ce qui se passe? Il y a un grain de poussière magnétique qui arrive. On est tous répartis là ici de manière homogène. Et bien, il y a un premier individu qui va être attiré par cette poussière électromagnétique. Oui ou non? Et donc, elle va s'agglomérer. Et comme elle s'agglomère, qu'est-ce qui se passe? La force d'attraction de cette poussière magnétique devient plus importante. Vous êtes d'accord ou pas? Et donc, elle va attirer un deuxième individu électromagnétique. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que cette situation qui était stable devient complètement instable, puisque plus il y aura d'agglomération de particules électromagnétiques ou d'individus, ben, plus la force d'attraction ou la force d'agglomération va devenir importante, puisqu'elle est liée au poids. Vous savez, en physique, c'est ça. Donc, la force électromagnétique elle va être supérieure à cette paire de particules dans un premier temps, qui va devenir 3, 4, 5, 6, et elle va attirer d'autres individus. Et donc, on va avoir un gros aimant. D'accord? Alors, cet aimant, il partage certains traits communs avec les villes du monde. Il attire les individus. Sa situation est relativement stable parce que c'est son poids qui détermine sa stabilité, et c'est aussi son poids qui va déterminer sa force d'attraction. D'accord? Voilà, donc il y a une certaine inertie, on va dire. Et comme les vraies îles, cet aimant est doté d'un ordre interne. Donc il va s'organiser lui-même. Ça, vous pouvez le garder en tête, mais je ne vous interrogerai pas là-dessus. C'est un petit peu plus compliqué, parce que là, on fait appel à d'autres raisonnements analytiques qui vont au-delà d'une première année en géo-urbaine. Donc voilà l'élément que je voulais vous présenter. Donc, nous, on va essayer d'expliquer pourquoi on est attiré comme ça. Je vais vous remettre le diaporama, évidemment. Hop. Donc voilà, où vous avez cette situation hypothétique et cette force électromagnétique. D'accord? Donc là, vous n'avez pas besoin, c'est une petite histoire. C'est tiré de Gilles Duranton dans un écrit de 1999. C'est un handbook sur les villes, en fait. Donc il est normalement en langue anglaise. Donc cet apologue, parce qu'on compare finalement les individus à des particules électromagnétiques, illustre le fait que toute structure spatiale ordonnée et toute agglomération qui n'est pas unique résulte du jus combiné de forces d'attraction ou d'agglomération et de forces de dispersion. D'accord? Donc il faut garder en tête ce schéma-là. Et donc on va essayer de montrer comment jouent ces forces et quelles sont les sources de ces forces d'agglomération et de dispersion. Ça va pour tout le monde ou pas? Donc l'homogénéité spatiale est instable. Première chose qu'il faut savoir. Donc à partir d'un équilibre dispersé, donc ce qu'on appelle un équilibre dispersé, alors c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça n'y paraît. C'est un équilibre dispersé, c'est un espace économique uniforme, donc où il y a une homogénéité spatiale. Ça va? C'est pas évident, je vous l'accorde. Toute perturbation va amplifier et il faudra qu'elle soit freinée par des forces de dispersion. Donc il faut attendre à un moment donné que ces forces freinent le processus d'agglomération. Soit freiné par le processus d'agglomération. Donc, comme vous l'avez dit, s'il y a une personne qui s'agglomère, il y en a une deuxième qui va s'agglomérer parce que le poids augmente, etc., etc. Mais pourtant, tout le monde ne va pas être au même endroit. Donc, c'est qu'il y a des forces de dispersion. Et donc, il y a un phénomène lié à la force d'agglomération qui va générer un processus cumulatif qui sera freiné par des forces de dispersion. D'accord? Donc, c'est ce que je voulais dire, il y a un processus cumulatif. Donc,
attributs, elle va avoir tendance à en attirer d'autres attributs. D'accord? Ça serait dans la force d'agglomération. Donc, il y a 4 traits qui permettent d'expliquer comment finalement cette ville ou cet aimant va s'auto-organiser. D'abord, il y a les interactions. Les interactions, c'est les interactions entre les individus. Le fait qu'on a envie d'interagir. Donc, les interactions entre les individus vont expliquer les configurations globales et les phénomènes globaux qu'on observe sur la planète. D'accord? Donc, d'abord, les interactions sont extrêmement importantes. Ensuite, il y a le processus cumulatif d'auto-renforcement. D'accord? Donc, c'est une dimension temporelle. Donc, ces forces d'agglomération qui sont générées par un événement et qui peuvent grossir, finalement, génèrent de l'accumulation des processus cumulatifs. Et donc, du coup, plus on va dans le temps, plus logiquement, on a des forces d'agglomération qui vont être puissantes. D'accord? Avant qu'elles s'arrêtent. Donc, il y a un processus d'auto-renforcement qui repose sur les forces d'agglomération. Donc, les forces d'agglomération, les unes avec les autres, se renforcent en fait, sautent et génèrent finalement plus d'agglomération. Donc, typiquement, à Paris, si vous mettez par exemple les nouvelles technologies de l'information et de la communication, de la fibre, alors prenons pas Paris, Bourg-en-Bresse. Tout d'un coup, on met la 5G à Bourg-en-Bresse. C'est complètement idyllique, mais on ne va pas commencer par utopie. On va commencer par Bourg-en-Bresse, mais commençons par Bourg. On met la 5G. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut attirer des entreprises qui ont besoin d'une très haute connexion et qui ne sont pas très éloignées de Bourg-en-Bresse. Donc elles vont s'installer là. Elles vont s'installer là et donc elles vont avoir finalement besoin de main-d'œuvre. Elles vont faire venir souvent des cadres parce que c'est elles qui vont s'occuper de ça. Donc ça s'auto-renforce. Il y a des cadres qui vont arriver. Comme il y a des cadres, il faut des crèches. Et vous voyez le processus, des services vont arriver. Et comme il y a besoin de services, on va avoir une main-d'œuvre un peu moins qualifiée qui va arriver. Ça s'auto-renforce. Jusqu'au moment où, par exemple, le prix du foncier va être trop élevé et pouf, ça va s'arrêter. Ou jusqu'au moment où, ailleurs, on va installer la 5G pas très loin. Bon, c'est utopique, ça n'a aucun sens ce que je viens de dire là, mais vous voyez le processus sur une ville, comment ça joue. Ça peut être juste un événement, cette fameuse particule poussière, ça peut être l'installation de la 5G. Bon, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais voilà. Vous allez voir pourquoi je parle des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, un processus d'auto-renforcement. Donc, les forces d'agglomération résultent, alors là, c'est important, c'est en gras. Donc, le processus cumulatif d'auto-renforcement repose sur le jeu de forces d'agglomération. Et que sont les forces d'agglomération? Donc là, vous pouvez noter diapo 11. Il faut que vous connaissiez ça par cœur. Les forces d'agglomération, c'est quoi? Elles résultent de tous les avantages que peuvent tirer les agents. Donc les agents, c'est qui? C'est les agents économiques, donc les entreprises, les agents sociaux, donc par exemple les associations, les institutions, les ménages, etc. D'accord? Les agents, en fait, c'est pour délimiter tout type de catégorie ou de groupement d'individus, sous forme aussi bien en fonction de leur activité économique ou de leur fonction sociale ou institutionnelle. Ça va pour tout le monde. Donc quand on parle d'agents, évidemment, il y a vous et moi dedans. Okay? Il y a 3 types d'agents, normalement, qu'on retient en économie. Vous avez dû voir, pour certains peut-être dans votre parcours, c'est quoi? C'est l'État, les entreprises et les ménages. C'est ce qui fait la comptabilité nationale. Et le résultat de la comptabilité nationale, c'est quoi? C'est ce qu'on nous rabat tous les jours en ce moment. Le PIB va descendre, il va être de 0,8 au lieu d'un 5 cette année. C'est dramatique. Non, pas du tout. Mais bon, ça c'est encore un autre cours qu'il faudrait faire. Pourquoi il aurait besoin de croître constamment? Ça c'est une question. Donc du coup, voilà, c'est exactement ça les agents. Donc là, on peut les étendre, ça peut être des associations, ça peut être tout ce que vous voulez. Ok? Donc ils peuvent attirer les agents, et c'est tous ces avantages qui font que les agents, donc par exemple vous et moi, on a intérêt à être proches les uns des autres. Là, aujourd'hui, on a intérêt d'être proches les uns des autres. Faire le cours en proximité virtuelle, c'est pas la même chose. Il y a des éléments qu'on n'arrive pas bien à passer, et puis moi, je ne peux pas forcément percevoir vos réactions. C'est ce qui fait ce qu'on appelle l'information tacite. Celle qui ne peut pas se passer par le virtuel. Voilà pour ça. Donc ça, c'est évidemment
l'émergence. Comment émergent ces processus d'auto-renforcement, hein. Donc on l'a vu à partir d'actions et de réactions simples entre des éléments ou entre des individus. Hein, là on avait pris l'exemple des particules électromagnétiques qui sont des individus. Et il y a une action, il y a une poussière qui arrive, et puis réaction. Hein. Ben, c'est quoi la réaction? C'est qu'on est attiré par cette poussière, et puis il y a plusieurs individus qui se mettent ensemble, et donc on est attiré. Donc ça, c'est des processus d'émergence avec des actions et des réactions. Le problème, c'est que les actions et les réactions, elles ne sont pas toujours prévisibles. Peut-être que si on a la 5G à Bourg-en-Bresse, il ne se passe rien. Pour reprendre l'exemple un peu provoquant et un peu insensé. Hein. Peut-être qu'il ne va rien se passer, qu'il n'y a aucune entreprise, aucune personne qui travaille à distance ou qui a besoin du haut débit, qui s'installera ou qui va profiter de cette opportunité. Donc, il n'y aura rien du tout qui va se passer. Ça ne va pas attirer d'individus. Donc, ça sera la phase 0. Donc, on ne sait jamais quelle va être son ampleur et si ça va générer quelque chose. Donc, évidemment, en termes de politique économique, c'est un petit peu compliqué. Et puis, le troisième élément important, c'est qu'il y a un processus auto-limitatif. L'auto-organisation, finalement, le fait que ça s'organise tout seul, hein, avec ces forces d'agglomération, mais on sait qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Donc, l'auto-organisation engendre elle-même ses propres limites dans la forme d'un processus auto-limitatif qui va freiner le mouvement vers un ordre extrême. Là, je vous passe, c'est parce qu'on fait de la modélisation derrière ça, donc il faut tout mettre. Mais dites-vous que l'auto-organisation, ce processus va lui-même s'arrêter. Hein. Ce jeu d'action-réaction va créer lui-même ses freins, ses forces de dispersion. Et qu'est-ce qu'on avait dit comme exemple à Bourg-en-Bresse, par exemple, le prix du logement. Comme il n'y aura pas assez de logements, le prix va augmenter. Et donc ça, c'est bien le fait parce que Bourg va devenir une ville qui attire, et donc ces processus cumulatifs, hein, des forces d'agglomération, font qu'elle va générer quelque chose de négatif qui va freiner le processus d'agglomération. Et donc là, c'était sur le logement que j'avais pris l'exemple. Et donc l'exemple le plus typique, évidemment, c'est celui de la bulle financière. Une bulle financière, par exemple, gonfle, réaction, action, réaction, hein, c'est le processus d'auto-renforcement, elle se renforce elle-même, puis elle éclate. Elle produit elle-même sa fin de vie, la fin des processus cumulatifs. Ça va pour tout le monde ou pas? Donc le processus autolimitatif prend la forme de forces de dispersion. Voilà, c'est là qu'on introduit les forces de dispersion, qui naissent au contraire des inconvénients produits par la proximité des agents semblables. Donc si les agents, c'est des ménages ou des individus comme vous et moi, elle le fait par exemple si on est très très nombreux et puis on se dit « Ah, ce cours il est passionnant » et qu'on a d'autres étudiants qui arrivent dans l'amphi va être bondé. Qu'est-ce qui se passe? C'est une externalité négative ou positive. Dans un premier temps, elle va être positive. Il va se mettre à faire chaud. La chaleur humaine, c'est des externalités qui vont être produites par nous. C'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir, mais qui est interne. Mais plus il y aura de monde, plus la chaleur va augmenter. Le niveau de la température de la pièce va augmenter. Hein. Et bien, à un moment donné, il n'y aura plus de place. Donc, la chaleur sera trop élevée et il n'y aura plus de place. Donc, il y aura de la congestion. Donc, ces deux effets, chaleur insupportable et congestion parce qu'on ne pourra plus s'asseoir, fait que ça va s'arrêter. Le processus s'arrêtera. Il n'y aura pas plus d'étudiants. À un moment donné, les étudiants ne rentreront plus. Bon, bah, c'est complet, je n'assiste pas au cours. Ça va pour tout le monde ou pas? C'est un exemple extrêmement simple. Du coup, voilà, donc des inconvénients produits de la proximité des agents semblables. Donc, dans le cas de la théorie de formation des villes, les éléments du système sont les agents économiques, institutionnels, sociaux. Donc, dans les individus, je vous ai rappelé, hein, sont les consommateurs, les travailleurs. Hein. Voilà, souvent c'est comme ça qu'on modélise. Hein. Donc, le consommateur, le travailleur, tout le monde consomme, à ma connaissance. Donc là, on inclut tout le monde. Ça va pour tout le monde. Voilà. Et l'entreprise, ben, c'est les producteurs, donc on parle de producteurs de l'autre côté, qui interagissent en échangeant des biens, des services, de l'information, ou avec un objectif simple qui peut être la maximisation de leur niveau de bien-être, hein,
Donc nous, quand on va interagir avec notre employeur, avec les entreprises, avec les commerçants, ça sera pour pouvoir être le mieux possible quelque part. Hein. Ça sera notre but, normalement. C'est plutôt ça qu'on cherche, pas forcément d'être plus riche, mais d'être mieux. Et pour les entreprises, ben, elles cherchent à avoir un profit maximal. Alors peut-être aujourd'hui, en respectant l'environnement, on peut toujours rêver, hein, ou simplement, ben, par exemple, moi, ce que je vais rechercher, c'est pas forcément mon bien-être maximal, c'est pas forcément de pouvoir avoir la chance d'avoir un travail, mais ça peut être un avantage individuel, le fait que je vais essayer d'être avec vous, parce que bah, simplement j'apprécie d'être entourée par des jeunes, par exemple. Vous voyez, donc l'avantage individuel peut être de nature très sensible et pas forcément matériel. Donc n'oubliez pas que derrière ça, il n'y a pas seulement le matériel, même si c'est par là qu'on va saisir des éléments qu'on peut modéliser. Parce que l'immatériel, c'est compliqué de le modéliser, tout simplement. Donc, dans ces choix, chaque agent, chaque individu ou une entreprise, hein, donc nous, on est soumis à des forces d'agglomération. On est tous soumis à ces forces d'agglomération. J'ai intérêt ou pas d'être à côté des autres. À des forces de dispersion, la proximité des autres me gêne. Ben oui, en ce moment, la proximité des autres semble plutôt gêner l'ensemble de la population italienne. Avec le coronavirus, bah oui, la proximité des autres devient un danger. Donc c'est une force de dispersion. Vous êtes d'accord ou pas? La preuve, la place de Rome, du Vatican, est fermée aujourd'hui. Seuls les Italiens ont le droit de la traverser. C'est clair ou pas? Donc force de dispersion, la proximité des autres me gêne. Donc on va essayer de voir ce qu'il y a derrière ça. Hein. Et puis, hein, les forces d'agglomération, j'ai intérêt à être proche des autres. Donc ces choix résultent donc d'un arbitrage entre des intérêts opposés. J'aime avoir un niveau d'altérité élevé, mais en même temps, bah, je ne supporte pas, par exemple, le fait d'être complètement entassé dans la rame du tram 4, par exemple. Donc même si j'aime la présence des individus, bah, là je vais peut-être prendre mon vélo, vous voyez? Donc la question qui se pose, c'est entre quelles forces arbitrent les individus ou les entreprises, hein, ou les agents si vous voulez. Comment est déterminée l'intensité de ces forces, celles qui nous attirent et celles qui nous répulsent, donc agglomération et dispersion. Et puis ben, les réponses, elles sont liées complètement à la compréhension des processus d'agglomération. Donc les forces d'agglomération, donc diapo 15, évidemment, celle-là vous ne pouvez pas vous en extraire, que je cherche autre chose. Et puis la diapo 14, le début, ce fameux arbitrage, il est extrêmement important. Hein. On y reviendra, d'accord? Donc les forces d'agglomération, ben, il y a plusieurs types de forces d'agglomération. D'abord, les rendements d'échelle croissants. Voilà, c'est peut-être la chose la plus compliquée pour vous à saisir. Donc, comme force d'agglomération, il y a les rendements d'échelle croissants. Donc, l'indivisibilité des activités engendre des coûts fixes. L'indivisibilité des activités engendre des coûts fixes, je vous le dis, et après je vais vous l'expliciter, plus ou moins importants, qui déterminent les rendements d'échelle croissants qui sont internes à l'entreprise. Elle entend soit une source de concentration, donc d'hétérogénéité d'espace. Vous êtes d'accord? La concentration, c'est un espace hétérogène. L'homogénéité spatiale est instable. Elle génère un équilibre instable, d'accord? L'hétérogénéité peut générer un équilibre stable. Bon, ça paraît un peu à l'envers, mais bon. Donc du coup, pour revenir là-dessus, comment je peux expliquer ça? C'est des rendements d'échelle qui sont croissants et qui sont internes à la firme. Ça signifie que le fait que certaines tâches sont indivisibles, le fait par exemple de produire une paire de chaussures, voilà, produire l'exemple de la paire de chaussures est bonne, c'est-à-dire que si j'ai besoin d'une machine, par exemple, que je vais nommer, qui va générer des coûts fixes pour produire notamment les semelles de mes chaussures, pour amortir cette machine, il faut que je produise plus. Plus je produis, plus la dernière quantité va me coûter moins cher. Donc ça signifie que vous avez un coût fixe. Donc un coût fixe que vous utilisez cette machine pour produire
produire 500 paires de chaussures ou 1000 paires de chaussures, le coût fixe, il est le même, oui ou non? Il faut que vous achetiez l'équipement. Par contre, quand vous allez produire 1000 paires de chaussures, ben, la 1000e paire de chaussures vous coûtera moins cher que la 999e. Et donc là, la 1000e sera plus chère, vous coûtera plus cher que la 1001e. Ça va pour tout le monde ou pas? Alors, ça signifie que, imaginons, alors prenons un autre exemple. Coût fixe. Mon téléphone. Alors, on part sur un prix complètement, le vrai prix du marché, mais qui est le faux prix du marché. Vous êtes d'accord? Prenons une nouvelle génération de téléphone, entre 600 et 800 euros. On se met d'accord sur 500, hein? Voilà. Le coût fixe, pour que je puisse téléphoner, avoir mes mails, c'est évidemment d'avoir mon téléphone de 500 euros et de payer mon abonnement aussi par mois. Alors, partons sur 50 euros si je veux envoyer des mails, etc. Donc, mon coût fixe, il est de 500. J'ai un coût variable qui devient fixe de 50 euros par mois pour mon abonnement, donc de 550 pour le mois de mars, d'accord? Si j'envoie 1000 mails avec mon téléphone, si je calcule le nombre de mails envoyés par rapport au coût de mon téléphone et de mon abonnement, si j'en envoie un 1200 à la place de 1000, ben, les 1200 mails par mail me coûtera moins cher. Donc chaque mail envoyé supplémentaire me coûtera moins cher. Donc plus j'utilise ou plus j'envoie de mails, moins ça me coûte cher. Ça va pour tout le monde? Donc c'est ce qu'on appelle des rendements d'échelle croissants. Bon, sur un téléphone c'est un peu bizarre, mais là je sais que vous allez comprendre. De la même manière, plus je passe de temps au téléphone, ben, plus, comme j'ai un forfait limité, ben, plus j'amortis mes 50 euros de forfait par mois et mon téléphone en lui-même, sauf que je l'use. Bon, on ne va pas parler de l'amortissement et des coûts d'usure, hein. On ne fait pas de la comptabilité là. Ça va pour tout le monde. Donc, pour les entreprises, c'est la même chose. Quand elles achètent, comme les activités sont indivisibles, elles sont, c'est-à-dire qu'il y a des choses où on a intérêt à produire au même endroit. Donc, on va acheter une machine, on a des coûts fixes élevés, et si je produis 100 chaussures, ça me coûtera, la 100e paire de chaussures me coûtera moins cher que la 50e, par exemple. Donc, j'ai intérêt, évidemment, vous l'avez compris, à concentrer, à avoir une seule usine, voire 2 usines à travers le monde, parce que, évidemment, si je veux vendre mes chaussures, qu'est-ce qu'il me faut? Que j'assume les coûts de transport. Oui ou non? Et donc, avec les rendements d'échelle croissants, vous comprenez en partie les délocalisations. Ce que vous disiez, Bruno Morizet tout à l'heure sur la Chine, c'est devenu l'atelier du monde parce que les coûts fixes sont tellement élevés qu'il y a des rendements croissants que si on met tout au même endroit, parce que les coûts de transport sont faibles, à ce moment, compte tenu du fait que les coûts de transport sont faibles, forcément là, on profite des fortes agglomérations. Ces rendements d'échelle croissants nous permettent de faire ça. Si les rendements d'échelle croissants, si les rendements d'échelle n'étaient pas croissants, il y aurait plein de petites usines partout. Et avant la révolution industrielle, les rendements d'échelle étaient constants, voire décroissants. Vous voyez ce qui a changé dans le monde, ça, en géométrie de la mondialisation, c'est pas rien de faire le point. Mais normalement, ça compte. Optimiser le coût d'achat de la paire. Donc, les rendements d'échelle croissants. Je n'irai pas vous demander la définition, mais vous voyez, le principe, c'est on a des rendements d'échelle croissants internes à la firme. C'est important qu'ils soient internes à la firme, il faut le préciser, parce qu'il existe des rendements d'échelle croissants externes. Tu les gardes 10 ans. Donc c'est une parenthèse qui a sa valeur, si je ne la mettais pas, on ne saurait pas de quoi je parle. La deuxième force d'agglomération, c'est celle qui est plus facile pour vous à comprendre, évidemment, parce que c'est plus en tant que géographe, c'est celle qui est naturelle pour nous. C'est que la clé de la concentration urbaine, c'est l'intérêt des individus à vivre et à produire à proximité les uns des autres. C'est-à-dire dans les avantages qu'apporte à chacun la facilité d'interagir avec les autres. Comme en fait nous sommes des individus sociaux, hein, on a besoin d'avoir un certain niveau d'activité. Forcément, ça génère des économies d'agglomération. Plus je suis près de plein de personnes, plus je vais économiser, je vais saisir, avoir des avantages importants. Optimiser tes coûts.
Donc l'agglomération comme processus s'appuie ainsi largement sur les économies d'agglomération. Et que sont les économies d'agglomération? Et donc ça, la slide 16, c'est pareil, il faut la connaître. C'est les gains. Les économies d'agglomération, elles mesurent les gains réalisés par les agents économiques, institutionnels, sociaux, par la proximité géographique, le fait qu'ils soient les uns à côté des autres. Les économies d'agglomération ne sont que les gains qui sont générés par le fait que je suis proche des uns des autres. D'accord? Que les entreprises sont proches d'autres entreprises, proches de leurs clients, proches de leurs salariés, etc. Et donc là, je vous avais donné l'exemple des gains réalisés par les opérations de production par la proximité géographique des firmes. Souvent, vous avez dû remarquer que vous avez des fois, dans un même endroit, 5 coiffeurs sur un même pâté de rue. Ça relève de ça. C'est des économies d'agglomération. Pourquoi? Parce que vous dites, ah, mais alors s'il y a des clients. Mais non, parce que les clients savent qu'à cet endroit-là, il y a plusieurs coiffeurs, ils y vont et ils bénéficient d'un marché plus large. Donc là, justement, la concurrence ne fait pas peur. Elle génère des économies d'agglomération. Le fait de se mettre les uns à côté des autres fait qu'on peut bénéficier d'un marché plus large. On peut bénéficier potentiellement du marché de son concurrent. D'accord? Et bien juste après, je vais vous montrer l'inverse des mots. Et c'est pour ça que vous avez des centres commerciaux aussi avec toutes les marques qui s'alignent les unes à côté des autres. Et vous avez vu qu'en fonction de, selon le niveau de gamme de ces marques, elles ne sont pas localisées au même endroit. Vous n'aurez jamais la marque Claudie Pierlot à côté de Camailleux. Vérifiez. Claudie Pierlot, ça sera à côté de quoi, à votre avis, de Sandro, etc. Voilà. Donc il y a même une différenciation, une répartition spatiale. On va se rapprocher, ce qui explique que vous avez même à Lyon des rues où vous avez des commerces de gamme moyenne ou standard, et puis des commerces un petit peu de gamme plus luxueuse. Et ils sont rarement mélangés les uns aux autres. Ça va pour tout le monde ou pas? Donc c'est ça aussi, c'est qu'ils vont profiter de ces fameuses économies d'agglomération. Là, dans le cas des entreprises, c'est un exemple pour des activités, non pas pour des individus. Alors, oui. Alors évidemment, nous on a dit qu'il y avait deux sources des économies d'efforts d'agglomération, les rendements d'échelle croissants et les économies d'agglomération. D'accord? Les économies d'agglomération, on peut les diviser en deux types. Vous me suivez parce que souvent vous êtes perdus là. D'expérience, je sais qu'il n'y a plus personne au partiel quand je pose cette question-là. Rendement d'échelle croissant, économie d'agglomération, c'est le type d'effort d'agglomération. Les économies d'agglomération, on vient de voir ce que c'est. Il y en a deux types. On peut les différencier de deux manières. Donc c'est selon c'est Jane Jacobs en 69, voilà, qui distinguait deux types de force d'économie d'agglomération. Alors dans des écrits un petit peu antérieurs, j'ai pu retrouver ça un peu avec des idées dans des écrits de Marshall. Mais je ne vais pas vous embrouiller, la plupart des gens sont persuadés que c'est Jane Jacobs. Donc au moins elle a écrit clairement. Marshall n'a pas forcément utilisé le terme ou souligné le terme, d'accord? Donc deux types, les économies de localisation et les économies d'urbanisation. Donc dans les économies d'agglomération, il y a les économies de localisation et les économies d'urbanisation. Les économies de localisation, elles apparaissent dans une agglomération de firmes qui sont par exemple dans la même industrie, qui fabriquent le même produit. Donc si j'aurais des économies de localisation, si par exemple dans une même zone, je vais avoir des entreprises par exemple qui vont fabriquer du ciment ou des matériaux pour la construction. Ça va ou pas? Et le fait que ces firmes soient dans le même endroit, potentiellement elles peuvent bénéficier de la main-d'œuvre des autres. Elles ont leurs fournisseurs et leurs clients qui vont être proches les uns des autres aussi, parce que c'est le même secteur d'activité. Et généralement, si on regarde, elles se trouvent où ces firmes de fabrication de matériaux de ce type-là? Alors à Lyon, aucune idée, hein. Mais à Paris, sur les quais de Seine, quand vous allez dans le sud, après le 13e arrondissement, là vous voyez dans les berges, certaines sont aménagées, vous avez des entreprises spécialisées
dans le ciment, la production de ce type-là, qui vont après aller sur les chantiers. Alors là, c'est lié évidemment parce qu'il y a la voie fluviale qui permet d'acheminer, puis c'est une zone industrielle connue depuis très très longtemps. Ça a disparu du 13e, où il y a la BNF, mais avant c'était aussi, ça remontait plus haut. Voilà, donc ça c'est une idée, voilà. Donc à un endroit donné, vous avez un type de ferme. Et elles bénéficient davantage les unes d'être à côté des autres, si elles ont un problème. L'information va circuler aussi, et elles fabriquent le même produit. Et puis à côté de ça, il y a les économies d'urbanisation. Elles proviennent de l'agglomération d'activités différentes. C'est évidemment les économies de diversité. Le fait d'avoir une diversité d'activités produit des économies qu'on va nommer d'urbanisation. Typiquement, c'est celle qu'on va trouver en ville, puisqu'on va avoir différents types d'activités en ville. Et on sait par exemple que si on va à Lyon, on va pouvoir aller acheter ça, faire ça, etc. D'accord ? Donc c'est la diversité. Donc une des caractéristiques de l'urbain, c'est quoi ? C'est évidemment la diversité. Et hier, il y avait une émission avec Thierry Paco sur les villes et la taille des villes, justement, ces villes qui grossissent. Et qu'est-ce qu'il nous disait ? Un des points, une des caractéristiques qui fait une ville, c'est quoi ? La diversité. Il a pris trois éléments. Il a retenu 3 éléments, dont la diversité. Et ça fait plaisir quand on entend que la diversité est importante dans l'urbain, parce que la plupart du temps, tout le monde l'oublie. Même ceux qui travaillent en géo-urbaine. Donc là, donc ces économies de diversité-là. Pourquoi ça fait plaisir ? Parce qu'on sait qu'elles sont à la source des économies d'urbanisation. Tout simplement, vous, en tant qu'étudiant, si vous êtes à Lyon, vous allez bénéficier d'économies d'urbanisation. Parce que vous allez pouvoir aller faire, je ne sais pas, une activité théâtrale, pouvoir aller faire vos courses, pouvoir tout faire dans le même lieu. Donc ça génère toujours des économies. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que s'il y avait des forces d'agglomération qui jouaient sans limite et sans opposition, elles conduiraient nécessairement à l'agglomération de toute la population du monde et de toutes les activités économiques en un seul lieu, oui ou non ? D'après ce qu'on vient de dire, ça serait ça. Mais des forces contraires interviennent pour ralentir, arrêter la concentration spatiale ou créer un mouvement de dispersion à partir d'une concentration réalisée. Ça veut dire là qu'il y a ces forces d'agglomération vont générer une concentration plus grande, mais va finalement enclencher un processus d'effets négatifs, de production d'effets négatifs qu'on va nommer les forces de dispersion, qui font que les individus vont arrêter de vouloir s'installer à cet endroit-là, par exemple, ou que les entreprises vont dire non, c'est plus possible. Donc les forces de dispersion. Donc évidemment, il faut connaître le début de la diapo 18. Et c'est bien pour ça qu'il y a plusieurs métropoles au monde, non ? Si on prend les caractéristiques de la métropole, il faut en avoir qu'une. Eh bien non. Donc les forces de dispersion, ce sont les coûts de transport des personnes, des biens industriels, des biens agricoles, etc. Donc après, je vais les détailler. Donc les coûts de transport des personnes, des biens industriels, des biens agricoles. Donc les formes de dispersion sont composées donc, des coûts de transport des personnes, des biens industriels et des biens agricoles. Elles sont composées aussi des externalités négatives, ce qu'on disait tout à l'heure, on est trop nombreux dans une pièce, ça génère une chaleur extrême et c'est étouffant. Donc finalement, on va s'en aller. Ou d'interaction stratégique, là je reviens dessus, je vais peut-être éviter de me mettre à côté de la personne qui est sur le même créneau que moi. Parce que j'ai peur que de l'information circule et qu'elle capte mes idées. Ça va pour tout le monde ? Et donc typiquement, c'est l'exemple du centre de R&D de Renault, qui est complètement un bunker à une sortie d'autoroute, et alors loin de tout. Pourtant, c'est un centre de R&D. Il devrait être dans un fameux pôle de compétitivité, Mobilis, ou je ne sais plus comment il s'appelle, celui de l'Île-de-France qui est interrégional. Donc les coûts de transport, c'est ce qu'on peut nommer, et c'est ce qu'on a nommé avec Jean-Marie Ovio, la tyrannie de la distance. Le transport des biens, notamment industriels ou agricoles, enfin ce que vous voulez, peut lui aussi freiner l'agglomération. Donc c'est la tyrannie de la distance. Le transport de biens peut
lui aussi freiner l'agglomération. C'est ce qu'on disait, si les coûts de transport augmentent et que la production de tissus se fait en Inde, toute la production de tissus se fait en Inde, les coûts de transport augmentent, on n'aura plus du tout intérêt à produire tout en Inde. On va produire un peu plus près. Et de fait, c'est ce qui se passe déjà, parce que dans les coûts de transport, souvent on inclut le temps qu'il faut pour approvisionner un pays, une enseigne, etc. Donc des fois on produit en Afrique du Nord, hein, ou en Turquie, on installe des petites usines de manière à pouvoir aller plus vite et puis avoir un coût de transport moindre sur certains biens. Donc, toutes choses égales d'ailleurs, alors l'expression que vous entendez sans cesse, toutes choses égales par ailleurs, non. C'est ok, tout le monde dit ça, c'est pas correct. Voilà. C'est toutes choses égales d'ailleurs, et c'est ce qu'on appelle le Chieda des économistes. Donc le Chieda des économistes, toutes choses égales d'ailleurs. Donc voilà, quand j'ai fait ça, je mets mon bouclier. Vous pouvez me targuer que mon raisonnement est faux? Ah non, j'ai dit toutes choses égales d'ailleurs. Donc compte tenu des hypothèses que j'ai faites et de toutes choses égales d'ailleurs, j'ai raison. C'est vous qui avez tort, forcément. Sauf évidemment si une hypothèse est erronée. À vous de prouver que mon hypothèse est erronée. Donc, toutes choses égales d'ailleurs, si les villes sont plus grandes, elles sont plus espacées, oui ou non? C'est un raisonnement, voilà. Donc, le coût d'approvisionnement de l'espace rural est plus important, oui ou non? Ok. Donc, c'est la tyrannie de la distance. Là, je l'ai pris à l'envers. Hein. C'est l'approvisionnement des espaces ruraux par des biens notamment industriels. Voilà pour la tyrannie de la distance. Mais c'est génial. Autre tyrannie, et celle-ci, c'est pas nous qui l'avons inventée, c'est Duranton qui parle de tyrannie du sol. C'est en référence à lui qu'on a essayé de mettre des tyrannies parce qu'on s'y retrouve un petit peu au niveau terminologique, sinon on est perdu. Donc la tyrannie du sol, c'est l'accroissement des prix fonciers et immobiliers en tout point de la ville, dû à l'extension de la ville, qui engendre une augmentation des coûts de déplacement. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Reprenons. La tyrannie du sol, c'est ce qu'on disait. Bourg-en-Bresse, on met la 5G. Il y a des entreprises qui vont arriver, ou des petites entreprises qui vont arriver. Elles vont chercher des surfaces, par exemple, de 100 mètres carrés, pas de 200 ou 300, c'est des petites entreprises. D'accord? Il va falloir installer des crèches, on va avoir de la restauration, etc. Donc, on va avoir une rareté d'un certain nombre de surfaces, ces fameuses surfaces de 100 mètres carrés, et puis des petits locaux de 50 mètres carrés pour aller boire le café, etc. Donc, il y a une raréfaction. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, le prix du foncier va augmenter, oui. Et si on veut évidemment payer un peu moins cher, il va falloir aller un peu plus loin. Parce que c'est au centre où là, le prix va être le plus élevé. Donc on va s'étendre. Mais si on étend la ville et qu'on s'installe un petit peu plus loin, qu'est-ce qui se passe? Les coûts de transport augmentent. Ça va pour tout le monde? Donc la tyrannie du sol, l'accroissement des prix fonciers immobiliers en tout point de la ville dû à l'extension de la ville qui engendre une augmentation du coût des déplacements. Et puis c'est tout simple. Une ville, elle grandit, ben, le coût de transport, il augmente. Il n'augmente pas de manière pécuniaire, mais il peut augmenter si vous prenez en compte le temps passé dans les transports, le malaise ou le mal-être dans les transports. Le mal-être dans les transports et le temps passé dans les transports peut être mis en chiffres, monétarisé, oui ou non? De fait, c'est ce qui se passe. Hein. Ça va pour tout le monde ou pas? Donc, dans le coût de transport, ne pensez pas simplement le coût du ticket. Hein. Pensez aussi le temps passé dans les transports et les conditions de transport. Ces conditions de transport peuvent, dans le contexte actuel, générer quoi? L'extension ou une pandémie de coronavirus. Prenons un exemple complètement stupide, mais vous voyez ce que je veux dire. Si on est très longtemps dans une rame et qu'on est dans une rame congestionnée et qu'il y a quelqu'un qui a eu finalement qui a atteint, ben, le coût sur moi va être énorme. Et là, il y aura bien un coût financier derrière. Ça va pour tout le monde ou pas? Voilà, donc dans le coût de transport, c'est pour ça que moi je n'aime pas parler de coût de transport ou de coût de déplacement, je préfère parler de coût de transaction. Hein, parce que dans le coût de transaction, il y a tout ça. D'accord? Donc ça, évidemment, la tyrannie du sol. Donc après, deuxième, donc, les coûts de transport, on fait simple. Hein. Et puis, les externalités négatives. Donc on a parlé d'externalités négatives, là, le fait qu'on génère de la chaleur. Ça peut être positif ou négatif, ça dépend à quel moment aussi de l'année on se situe. Hein.
Donc, certains effets externes, négatifs, bien connus, sont des sources de dispersion. Eh bien, oui, les forces de dispersion, ça va être quoi? L'encombrement ou la pollution. L'encombrement vient renforcer l'accroissement des coûts de transport, pendulaires par exemple. Ça va pour tout le monde ou pas? Donc, il y a bien un coût, et du coup, là, quand c'est encombré, quand c'est ou quand c'est pollué, ben, c'est bien des externalités négatives qui sont générées par les forces d'agglomération, par le processus de concentration spatiale. Ça va? Donc l'encombrement ou la pollution. Donc je peux vous donner par exemple parce que l'encombrement est une externalité négative. Enfin, voilà. Et puis surtout, celle qui nous taraude le plus, c'est évidemment la tyrannie d'autrui. Vous êtes tyrannique. Je suis tyrannique, ne serait-ce que par ma présence en fait. Parce que je considère que quand je me déplace, je ne m'ajoute pas aux autres. C'est les autres qui vont s'ajouter à moi. Ça, c'est souvent comme ça qu'on raisonne. Donc la tyrannie d'autrui, ce sont toutes les formes d'externalités négatives tenant à la proximité des individus du fait de la concentration spatiale. Donc ça peut être générer de la congestion aussi. Ça peut être le fait que vous avez quelqu'un qui est à côté de vous, on est très nombreux. Ben, la tyrannie d'autrui, ça va être, je vais être dans la promiscuité, je vais sentir des odeurs que je n'ai pas envie de sentir. Enfin voilà, je vais pouvoir attraper des virus que je n'ai pas envie d'attraper. C'est la tyrannie d'autrui. Le fait d'entendre parler très fort ou d'avoir que des gens en face de leur portable dans une rame de métro. Par exemple, ça, c'est je subis la tyrannie d'autrui. À côté, j'ai un type qui a son écran, bah oui, de fait, il est dans mon champ de vision. Donc ça pollue, moi-même, ça peut générer, si je suis sensible au... j'ai oublié, c'est pas le rayonnement bleu, mais vous avez compris. Mince, comment ça s'appelle? C'est parti. Aux lumières bleues, en fait, tout ce qui est lié, bah ça me gêne. De fait, dans le train, quand j'ai quelqu'un qui est sur son ordinateur, moi je ne suis pas sur mon ordinateur, j'ai la réverbération de son écran. Il est tyrannique pour moi. Voilà. Donc voilà. Donc ça, j'insiste bien, je prends des exemples très marquants pour que vous enregistriez les choses, d'accord? Le pire, c'est qu'on a la tyrannie d'autrui, je l'ai vécu ce matin. Tenez. 3 personnes dans un carré juste derrière moi, blablabla, des pipes pendant tout le trajet. C'est horrible. Et aujourd'hui, je n'avais pas de courage d'aller les voir et de leur dire, écoutez, vous pouvez parler moins fort. Alors, tous les problèmes de la société, le mien et le truc, j'étais en train de mettre en forme comme il faut dire pour un match, le relire. Je ne me dis pas que j'allais être comme ça, quoi. Je me disais, pourvu qu'il y ait un homme qui le fasse, parce que si c'est un homme, papa, c'est mieux. De toute façon, un homme qui dise, calmez-vous un peu. Parce que souvent, généralement, j'ai le droit à une réflexion. Et moi, je ne prends pas le train 1 fois par semaine, mais 2 mois, 3 fois, donc vous me fatiguez. Ça, c'est la tyrannie d'autrui, d'accord? Et voilà, des exemples qui vous touchent et qui me touchent de manière à ce que vous enregistreriez l'information et la connaissance. Évidemment, le troisième type, c'est la concurrence spatiale, ou ce qu'on avait nommé, rappelez-vous, j'avais mis les interactions stratégiques. Interaction stratégique et concurrence spatiale, c'est dans le même, on est dans la même lignée, c'est la même chose, d'accord? Donc c'est la tyrannie de la concurrence. Les firmes peuvent utiliser la distance comme protection contre la concurrence. Je ne veux pas être à côté de mon concurrent parce que j'ai peur que, par exemple, quand je vais manger le midi, il entend nos conversations et potentiellement le contrat qu'on est en train de signer avec tel client. Ça va pour tout le monde. Alors typiquement, dans le train, elles font tout ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Ça, c'est clair. Et commettre des erreurs monumentales. Alors quand c'est des politiques, je ne vous dis pas ce que vous entendez. Et ça m'a servi une fois. Justement, j'ai eu l'information en amont. Ça, c'était agréable. Mais bon, c'est très rare que ça soit positif. Donc la logique d'agglomération, là, c'est pour mettre les pieds un peu dans le plat des idées reçues sur les villes. Est-ce qu'il existe une taille optimale des villes? Justement, hier, la question qui était posée à Thierry Paco, à laquelle je ne crois pas qu'il ait vraiment répondu, mais c'est un grand malin, franchement, je vous invite à aller lire ce qu'il écrit, quoi, ou de le réécouter à la radio. Moi, je l'aime beaucoup, c'est un proche, un collègue que je côtoie régulièrement, philosophe, un philosophe de l'urbain. C'est évidemment, est-ce qu'il y a une taille optimale? Une ville avec une taille qui serait idéale, qui ne générerait pas
transport, etc. Pas de tyrannie du sol, d'accord? Qui n'aurait pas ces effets finalement négatifs ou qui ne généreraient pas des forces de dispersion telles qu'on va s'enfuir. Et là, évidemment, la question qui est posée, c'est sur l'environnement. Vous êtes d'accord ou pas? La question environnementale. Les villes seraient celles qui génèrent le plus de mots à travers le monde. Sauf qu'il faut que vous sachiez quelque chose quand même en géo-urbaine. La ville, c'est quoi? C'est le reflet spatial de la société. Donc si la ville elle est polluée, si la ville elle est inégale, si la ville elle est exclue, ben, c'est simplement que, comme c'est la projection spatiale de la société, c'est juste que quand on observe la ville, on observe notre société. Et quand on a fait ça, donc la ville est le miroir de la société, ou le reflet spatial de la société, si vous voulez. À partir de là, quand vous avez dit ça, vous cadrez le sujet sur ce qu'il faut faire. C'est pas la ville qui a un problème, c'est la société. Donc c'est comment nos institutions, qu'est-ce que veulent les individus dans notre société. Et donc j'aurais-il un optimum urbain? Donc évidemment, quelque chose qui taraude fortement un certain nombre d'individus. Ce n'est pas forcément les géographes qui sont intéressés à la question, mais plutôt les philosophes et les économistes. Et donc qu'est-ce qu'ils nous disent, ces fameux économistes qui travaillent sur l'urbain? Ils nous disent qu'il semblerait qu'il y ait une taille optimale. Donc en économie, la petite étoile, c'est l'optimum. Hein? C'est la situation optimale, donc idéale, entre guillemets, pour la taille de la ville. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Qu'il existe une taille de ville qui serait optimale. Et pourquoi? Parce qu'à cet endroit-là, l'utilité individuelle, où on va parler en géographe, le bien-être d'un individu serait maximal, le plus élevé possible. Donc, quand la ville a atteint cette taille, qu'elle se trouve en S étoile, le bien-être de l'individu est le plus élevé possible. Alors, pourquoi? Parce que là, vous avez le niveau de bien-être, il est bien le plus élevé possible, ici, oui ou non? Il est en haut, hein? On le voit bien là, parce qu'avant, il est en dessous, et puis après, il diminue aussi. Donc, on voit qu'au début, en zéro, quand la ville émerge, ben, l'augmentation de la population, hein, ou de la taille de l'agglomération, et donc c'est la concentration d'individus liés à la question spatiale, hein, fait qu'on va avoir une augmentation du bien-être individuel. Et à une certaine taille, eh ben, il y a une diminution du bien-être des individus. Et donc tout ça, la diminution du bien-être des individus, dedans vous pouvez mettre la congestion, la pollution, tout ce qu'on a dit, hein, d'accord? On va pas... Donc il existerait une taille optimale. Voilà, reste à la déterminer. Et c'est cette fameuse courbe du U inversée de Kuznets qu'on applique en économie urbaine. Ça va pour tout le monde ou pas? Donc la réponse, oui. Certains chercheurs arrivent à montrer qu'il existerait une taille optimale compte tenu des hypothèses et donc du tchéda de ces fameux économistes. Toutes choses égales d'ailleurs, compte tenu des hypothèses, je peux assurer qu'il existe une taille optimale des agglomérations. Et donc, Beckman, que nous dit Beckman? Donc là, c'est sur les ménages. Donc Beckman, un modèle de 1976 sur les ménages. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc il prend deux hypothèses fortes. Les forces d'agglomération, c'est la préférence pour les contacts sociaux directs entre les individus. Donc c'est vous et moi, première hypothèse de Beckman, c'est vous et moi, on aime interagir. Et comme on aime interagir, on va s'agglomérer. Hein? Deuxième hypothèse, la force de dispersion, c'est la concurrence pour l'occupation du sol. Et donc, il nous dit que, finalement, moi, si j'ai pas assez d'argent, quelque chose comme ça, et que vous en avez plus, vous risquez de m'évincer. Et donc, le fait que, comme on aime même proches les uns des autres, on va tous chercher à être les uns à côté des autres, mais à un moment donné, on va avoir une force de dispersion, et ça sera finalement le coût du foncier, qui fait qu'on va devoir se disperser. Donc, il prend ces deux hypothèses. La force d'agglomération, c'est le fait que les individus aiment être ensemble, et la force de dispersion, c'est le coût du logement ou du foncier, si vous voulez. Et donc, je vous passe le modèle, vous êtes d'accord avec moi, vous vouliez le modèle de Beckman, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui ça soit l'objet, peut-être en master si un jour vous voulez. Chaque ménage va interagir donc avec les autres et maximiser son niveau de bien-être, hein, en fonction, par exemple, il me faut 10 personnes, je vais essayer de voir comment
je peux me situer ou être au mieux possible. Et c'est évidemment ma contrainte de revenu qui fait que je vais pouvoir être à tel endroit plutôt qu'à tel autre. Donc son niveau de bien-être est une fonction donc, de la consommation du sol, donc de ce que je peux consommer comme logement, des biens alimentaires, récréatifs et vestimentaires, et de l'intensité des contacts sociaux. Donc voilà, pour avoir mon bien-être, il faut que j'ai du logement, que je puisse manger comme il faut, pouvoir me recréer ou me distraire, hein, et puis pouvoir m'habiller et me chauffer. Et puis, dans mon bien-être, va être très important l'intensité des contacts sociaux. Voilà. Et bien, il montre tout simplement, à partir de ces deux hypothèses qu'il a faites, que l'existence d'une préférence pour la vie sociale suffit pour expliquer la formation d'une agglomération organisée autour d'un centre. Donc, il fait tourner le modèle avec les deux hypothèses. Il dit, ben, qu'est-ce qui se passe quand les individus cherchent à avoir le niveau de bien-être le plus élevé, c'est-à-dire à être bien vêtis, à pouvoir se loger dans un appartement de taille suffisante, à pouvoir se distraire, puis à pouvoir se nourrir. Et puis il y avait aussi à avoir des contacts avec les uns des autres. Ben, simplement, le fait qu'on préfère la vie sociale, ça va faire qu'il y aura une agglomération qui va s'organiser autour d'un centre où il y aura à ce centre-là une hyper-concentration. Voilà, il arrive à montrer ça. La suite, on va l'oublier. Ok? Voilà. Et puis un autre modèle, c'est pour non pas les individus, mais les bureaux. Hein. La force d'agglomération, c'est le besoin d'interaction entre les firmes. C'est ce qu'on disait, on a besoin que l'information circule. Hein. La force de dispersion, c'est la concurrence pour l'occupation du sol. Toutes les firmes ne peuvent pas être au même endroit. Il y a des endroits qui sont plus désirés, donc il y a des prix qui vont augmenter. Plus il y a d'entreprises, plus le prix du foncier risque d'être élevé. Alors une hypothèse, parce que ça je vous l'ai donné, sinon le modèle ne tourne pas, c'est les bureaux sont produits par des firmes de construction, donc on les évacue, les firmes de construction. Et la fonction de densité d'équilibre est unipodale, vous l'oubliez aussi. Mais si je ne le dis pas, le modèle ne tourne pas. Hein. Donc, toutes choses égales d'ailleurs, compte tenu des 4 hypothèses que j'ai faites, l'existence d'interactions entre les firmes conduit à une configuration spatiale où on va avoir un centre des affaires et puis après autour une zone moins dense. On aura exactement la même configuration que celle qu'a montré Beckman en 1976 avec les ménages. Voilà. Donc c'était juste pour montrer qu'on peut modéliser tout ça. Les forces d'agglomération, on peut leur donner un nom, dire c'est ça la force d'agglomération, c'est ça la force de dispersion, donc regarde ce qui se passe dans l'espace. Ça va pour tout le monde ou pas? Donc évidemment, il faudra savoir ce que c'est une force de dispersion, une force d'agglomération. Quelles sont les économies d'agglomération? Ça fait bien 3 questions. Hein. Et puis, peut-être quelque chose sur le processus cumulatif ou pas. Je pense pas. C'est un petit peu plus compliqué. Ça fait déjà 3 questions qu'il faut que j'arrive à tourner autour de ça. Ça me semble les points essentiels. Ok? Du coup, on arrive à métropole, globale et agglomération et dispersion, finalement, on aurait pu rajouter. Donc, la métropole, une définition, son rôle, son dynamisme économique. Donc, la métropole, de quoi on parle quand on parle de métropole? Alors, de quoi je parle? Il y a 2 significations possibles, vous en conviendrez avec moi, vu le cours que vous avez eu. La métropole globale comme l'expression spatiale de la globalisation et le fruit de changements, et notamment des changements techniques, politiques et sociaux. Ça, c'est ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment sont émergées ces métropoles globales. Hein, donc, ces métropoles globales, c'est les alphas de Global and World Cities. Hein. Et puis, en France, il y a quoi? Il y a la métropole qui est une expression juridique d'une décision, qui est tout simplement une décision administrative. Typiquement la métropole de Lyon. D'accord? Après, on peut peut-être montrer que la métropole de Lyon est peut-être une métropole européenne. En tout cas, pas globale. Hein. Là, je peux vous prouver en très vite. Donc, évidemment, on va évacuer la métropole expression juridique. On y reviendra si un jour vous arrivez en M1 dans un cours qui s'appelle Métropolisation et forme urbaine. Voilà, là on y reviendra.
Et on pourra en parler longuement si vous voulez. C'est un sujet qui ne m'intéresse pas, mais voilà. Mais pourquoi pas? Enfin, faut bien que je l'enseigne. Hein. On n'a pas assez de temps pour que je vous explicite pourquoi finalement, et qu'on décrète d'appeler quelque chose, mais là vous allez avoir une réponse. Donc la métropole globale, expression spatiale, la globalisation et tous les changements. Vous avez vu que je n'ai pas parlé de mondialisation. Hein. Et oui, la mondialisation, elle a pratiquement toujours existé depuis la découverte des terres inconnues, terrains incognito de l'Amérique. Hein. Oui ou non? Il y a toujours eu des échanges internationaux. À partir du moment où on a découvert toutes les terres sur notre planète, on était dans un processus de mondialisation, non? Ça vient du mot monde. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi je parle de globalisation? La globalisation, pour moi, on devrait parler de globalisation parce que c'est pas de la mondialisation, c'est de la mondialisation alliée ou produite par quelque chose de très particulier qui est les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ça a changé l'ouverture. Là, c'est ce qu'on va voir ici. Donc pour moi, c'est pas anodin. Quand vous parlez de mondialisation et quand vous parlez de globalisation, pour moi, c'est pas du tout la même chose. Et regardez maintenant à la radio. Si vous écoutez certaines radios où il y a des chercheurs qui parlent, même certains journalistes, maintenant ils parlent de globalisation. Certains parlent de globalisation parce qu'il y a la proximité virtuelle qui a joué un rôle. Ça a changé. La crise de 29, elle s'est répercutée, elle a mis un an pour se répercuter en France ou en Allemagne. En France, c'est presque en 31 qu'elle a vraiment, on a eu le choc. Aujourd'hui, 2008, ça a été instantané. Pourquoi ça a été instantané? Parce qu'il y avait un monde globalisé et non plus mondialisé. Bon, bref, ceci étant dit, vous l'avez compris, le changement technologique, la révolution de l'information, la genèse et la réalisation et la généralisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. À cela a été allié quoi? Des changements géopolitiques, l'ouverture de certains pays, notamment la Chine, la chute du mur de Berlin, l'ouverture de la Russie, etc. Une dérégulation de l'activité économique à l'échelle globale. Donc l'économie va se transformer. On a une baisse des coûts de transaction. Les coûts de transaction, c'est quoi? C'est le fait de, quand vous voulez produire en Chine, il faut émettre un contrat, oui ou non? Il faut connaître aussi où vous allez pouvoir installer votre usine. Quel va être votre fournisseur? Ça, c'est ce qu'on appelle les coûts de transaction. Il y a une baisse des coûts de transaction parce que vous pouvez avoir l'information aussi par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. La dérégulation des activités économiques, c'est le fait qu'avant, il y avait des droits de douane. C'était très compliqué d'échanger. Il y avait des barrières, ce qu'on appelait des barrières à l'entrée. La dérégulation, finalement, a généré que c'est plus facile de faire des échanges. La dématérialisation et la différenciation des biens. Vous avez peut-être un S6 aussi Samsung. Je suis sûre que votre téléphone, ça ne sera pas le même que le mien. Le produit sera différencié. Même si on a acheté le même bien au départ, il y aura une différenciation parce que déjà le vôtre, il est peut-être noir ou blanc. Les logiciels que vous avez installés dessus seront différents. Et donc, on va adapter le bien en fonction des individus. C'est ça la différenciation des produits. D'accord? Et donc, si je vends un téléphone, si je vends une robe de mariée rouge en France, je suis à peu près sûre de ne pas la vendre. Hein. Il vaudrait mieux qu'elle soit blanche et par contre, en Chine, plutôt l'inverse. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Donc, il y a besoin d'informations, de connaissances. Il faut que ça circule. Et donc, les biens seront différenciés, là, typiquement sur la robe de mariée. Donc, il y a des phénomènes, donc, les changements technologiques, le fait qu'on puisse échanger à distance, avoir de l'information à distance, le fait qu'il y a des pays qui s'ouvrent, le fait qu'on a une transformation, des baisses de coûts de transaction, la baisse des coûts de transport, on l'a déjà. Eh bien, on a une globalisation de l'espace économique. Production, consommation, ça veut dire quoi? Globaliser. Hein. C'est-à-dire qu'on a une production de consommation des échanges qui sont intégrés à une échelle planétaire de manière quasi instantanée. Donc, intégration, production, consommation, échange. Et donc, maintenant, quand on s'étonne à la radio, ah, bah oui, mais quand on va appeler en moi, c'est la même chose. Bah oui. Mais comme on l'a dit, il existe de la différenciation. Donc, la globalisation n'empêche pas la différenciation. Donc, l'économie devient globale. Et pourquoi elle est globale? Donc, Instead, 1998. Vous vous rendez compte, on est 22 ans après, ça, c'est toujours pas rentré dans la tête des gens que c'était un processus de globalisation. L'économie
comme unité de temps réelle à l'échelle planétaire. Je prends une décision à Paris, à Lyon aujourd'hui, elle est téléportée tout de suite à Mumbai, par exemple, auprès des ingénieurs. Bon, j'aurais peut-être pas dû prendre Mumbai comme exemple pour les ingénieurs, voilà, ou à Bangalore. Voilà. Ok ? Donc l'information codée circule d'un bout à l'autre de la planète, c'est nos fameux mails, nos fameux tweets, tout ce que l'on peut faire circuler via les nouvelles technologies, l'information et la communication. Ce que je vous disais au début du cours, là on a du tacite, je vois vos réactions. L'information tacite, elle ne passe pas. Justement, c'est l'information qu'on ne peut pas faire passer par les tweets, ou qu'on ne peut pas faire passer par des mails, par le téléphone, etc. Donc les coûts marginaux d'interaction à distance par les TIC sont négligeables. Les coûts, et là c'est toujours pareil, c'est ce que je vous ai donné, hein, je vais avoir une diminution finalement de envoyer des messages, ne va pas me coûter très, très cher, c'est les coûts marginaux, ce n'est pas les coûts fixes, d'accord. Donc on a un affaiblissement, tout ça génère un affaiblissement de la contrainte de proximité entre coordination et exécution. Coordination, ça va être comment on organise l'activité économique, hein. Et puis l'exécution, c'est plutôt la production. Donc on va produire sur un continent et concevoir sur un autre. Donc la R&D par exemple va se faire en France, et puis ça sera en Inde qu'on va produire les biens. On va avoir des stratégies qui vont être liées aux produits, au prix, à l'emploi, à la localisation des grandes firmes, qui va se définir au niveau mondial. En gros, le terrain de jeu des firmes multinationales, ça devient le monde. Parce que exécution et production peuvent se séparer. Ça va pour tout le monde ou pas? Donc, cette globalisation, elle est alliée à la dématérialisation de la production, à la différenciation des biens et des produits. C'est ce que je vous disais. C'est qu'on produit aussi des biens qui sont immatériels. Hein. Et il y a un besoin croissant de coordination. Par exemple, il faut que je sache qu'en Chine, je ne pourrais jamais vendre de robe de mariée blanche. Ça, c'est ce qu'on appelle un besoin croissant d'information. D'accord ? Ces besoins de coordination et de recherche d'information sont, on le verra, importants. Ils ont besoin de services supérieurs, hein, de personnes qualifiées, des connaissances très spécifiques. Et donc, on a une montée des services supérieurs à travers le monde. On sait que ces services supérieurs, ils fonctionnent mieux quand ils sont les uns à côté des autres. Et c'est ce qui se produit. Et généralement, ils vont se mettre les uns à côté des autres dans certaines villes. D'accord ? Donc on va avoir une nouvelle polarisation des activités économiques. Voilà. Donc avec l'exécution à certains endroits, la recherche à certains endroits, et puis de l'autre côté, la production. L'Inde, la Chine, pour prendre juste la production de biens manufacturiers, là je prends. Hein. Après il y a la production de biens agricoles aussi qui est différenciée à travers le monde. Donc une nouvelle polarisation des activités économiques. Donc tout ça c'est naturel. Ça s'explique par, on va le voir plus loin, les forces d'agglomération et l'émergence de métropoles globales. Donc une métropole globale, ça va être la ville qui concentre les fonctions de coordination, décision, contrôle, création de l'économie globale. Donc c'est la ville finalement de tout premier plan. Et c'est bien pour ça que comme c'est la ville qui décide, qui crée et qui contrôle aussi l'activité, l'exécution des contrats, l'exécution d'un contrat va se faire en Chine. Si vous êtes la société Mattel, elle se fera en France. D'accord, au siège social, généralement. Donc il y a des villes, ces métropoles globales vont être des villes de tout premier plan. C'est elles qui contrôlent finalement l'économique. Et c'est bien pour ça qu'il y avait un désir de métropolisation ou d'utiliser le terme de métropole. Et que finalement, moi j'ai eu des petites images comme ça, je mettais des cours il y a 10 ans, où toutes les villes, même au Puy-de-Dôme, il y avait une petite illustration au Puy-de-Dôme, on voudrait devenir une métropole du XXe siècle. Donc du coup, désir de métropole, de devenir une métropole, parce que c'est la décision, le contrôle et la création. Et donc en France, c'est descendu un petit peu plus loin. Et dans la sphère politique, ça a émergé à partir de 2005. Et on a désigné les nouvelles collectivités territoriales de métropole. Donc là, pour moi, une métropole, elle concentre les services supérieurs, donc la publicité, les services juridiques,
comptable, la banque, la finance, le conseil de gestion, qui sont liés à la décision, au contrôle et à la création. Donc ça, vous avez vu ces fonctions. Ces décisions, contrôle, création, hein, c'est parce qu'elles coordonnent l'activité. Ça, vous ne l'avez pas vu dans le cours, j'ai vu, hein, les diapositives. C'est les fonctions de coordination. Le propre d'une métropole globale ou d'une métropole alpha, hein, c'est évidemment de coordonner l'activité à une échelle planétaire de manière quasiment instantanée. Donc elle est spécialisée dans les fonctions dites métropolitaines. Intégrée dans un réseau global où se concentrent le pouvoir économique et les talents, n'oublions pas les talents, et elle est structurée spatialement. Il y a une uniformisation des formes et de l'architecture. Là, vous avez le centre de Shanghai, le centre des affaires de Shanghai, et puis de l'autre côté, vous avez Manhattan. D'accord? Bon, là, l'impression d'être à Disneyland quand on est ici, c'est assez surprenant. Il y a l'eau entre les deux en plus. Donc, la photo, elle est prise de ce endroit-là. Donc, zoom sur la définition. Donc, c'est pour vous rappeler que finalement, la métropole, elle n'est pas grosse, elle est grande. Elle est grande par son rôle, par le rôle qu'elle joue. Et dans l'activité économique actuelle, ce qui est primordial, c'est quoi? La création, le contrôle, la décision. D'accord? Donc, évidemment, qu'il n'y a pas plusieurs métropoles, il y a plusieurs métropoles à travers le monde et qu'elles n'ont pas toutes les mêmes fonctions. Paris, métropole globale, n'est pas New York. Il y a une complémentarité. Elles ont besoin l'une de l'autre. Donc c'est ce qu'on appelle des complémentarités fonctionnelles en répondant qu'elles n'ont pas tout à fait les mêmes fonctions. Elles ont la fonction de création, de contrôle et de décision, mais pas forcément dans les mêmes segments. D'accord? Et évidemment des atouts, l'histoire compte. Hein. Si vous regardez les métropoles qui comptent aujourd'hui à travers le monde, leur histoire n'est pas anodine. Pour autant, il y a des métropoles qui existaient à la période pré-industrielle qui aujourd'hui ne sont plus des métropoles, par exemple comme Venise. Alors, est-ce que toutes les villes peuvent devenir des métropoles? La réponse, elle est non, car les fonctions de coordination de l'économie globalisée se concentrent seulement au sein de certaines villes pour différentes raisons. Et c'est là qu'on va arriver au phénomène d'agglomération. Ça va? Donc là, l'histoire, c'est un retour un peu et des compléments sur ce que vous avez vu. Et là, je vais arriver à vous expliquer pourquoi ces fonctions, elles sont dans certaines villes seulement. Pas comme ça, on observe et non, il faut analyser. Il y a on décrit, et la deuxième étape, c'est analyser. La troisième étape, c'est théoriser. Là, on va essayer d'analyser le pourquoi. Pourquoi ce qu'on observe? Pourquoi c'est comme ça? Ben, tout simplement parce qu'il existe deux puissances fortes d'agglomération qui dominent dans les services supérieurs. La présence des rendements croissants en termes de spécialisation. Alors là, vous allez dire, madame, c'est bon, il n'y a plus personne dans l'amphi, on ne comprend rien du tout, on ne sait pas ce que c'est. Donc les rendements croissants, donc c'est toujours des rendements croissants, le fait de pouvoir produire un bien ou un service, le nème bien coûtera moins cher que le n-1 bien. Voilà. Mais je vais vous expliquer pourquoi c'est possible en fait. C'est que vous savez qu'au niveau de la période industrielle, la comptabilité, la publicité étaient faites au sein des entreprises directement, ou même au sein de l'usine. Il y avait l'usine, il y avait le contrôle, la comptabilité, la publicité, la diffusion, tout était au même endroit. Avec la révolution industrielle, on a produit en masse. Et donc on a eu ces fameux coûts fixes très très importants. Et le fait d'avoir la possibilité d'avoir des coûts de transport plus faibles fait qu'on a eu des usines de très grande taille. D'accord? Donc la très grande taille. Donc les rendements croissants internes à la firme. Dernière étape, la révolution numérique de 1971 avec l'invention du microprocesseur. C'est pour ça que je mets 1971, non? Microprocesseur. Qu'est-ce qui se passe? Et bien là, on a une information qui va pouvoir circuler et donc une déconnexion entre exécution et contrôle. Et donc, ce qu'il y avait dans nos usines ou dans nos entreprises où on produisait, où on créait, où on signait les contrats, eh bien, ça va s'évacuer. On va garder l'exécution, la décision. Le contrôle va sortir. La comptabilité va sortir. On va tout simplement demander à un prestataire de service de nous faire la comptabilité, de nous faire nos bilans, de pouvoir nous mener une campagne de publicité, de marketing, etc. Et pourquoi on le fait? Parce que ces services coûtent moins cher quand ils sont ensemble. Quand ils sont ensemble ou quand ils sont externes à l'entreprise. Ça va revenir moins cher à l'entreprise de pouvoir externaliser. C'est ce qu'on appelle l'externalisation des services. Cette externalisation
l'externalisation, elle est possible, parce que quand vous êtes une société de services, plus vous avez de contrats, plus vous pouvez diminuer vos coûts de production. Ça va pour tout le monde. Donc vous voyez, la baisse des coûts de transport, les rendements croissants avec la révolution industrielle. Après, le fait que l'information peut elle peut traverser le monde, hein, donc la révolution numérique, où on arrive en économie post-industrielle, justement, où là, dans les entreprises, va sortir des entreprises un certain nombre de services et des entreprises vont se spécialiser dans ces services de comptabilité, enfin tout ce que vous pouvez imaginer qui n'est pas lié à la production même du bien. D'accord ? Et donc forcément, comme il y a une externalisation des services, ben ces entreprises de services vont se mettre les unes, enfin vont devoir se mettre là où potentiellement il y a des clients, donc dans les plus grandes villes, d'accord ? Parce que c'est là aussi où elles vont pouvoir avoir une main-d'œuvre qualifiée, parce que les services, par définition, à faire une grosse partie des services aux entreprises sont des services qualifiés, en dehors évidemment du nettoyage des locaux. Si on peut retirer ça. Il ne faut pas oublier, ça fait partie des services aux entreprises. D'accord ? Donc, voilà, présence de rendement croissant. Et puis le deuxième élément, c'est l'importance des coûts d'interaction en face à face. C'est malgré le fait qu'il y a de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, que l'information codée, elle circule à travers la planète, malgré tout, la poignée de main, elle ne peut rien changer. Même, enfin, en ce moment, on n'a pas le droit de se serrer la main, vous êtes d'accord ? Enfin, bon, bref, faites ce que vous voulez. Mais en tous les cas, il est clair qu'on a besoin à un moment donné de rencontrer la personne avec qui on signe le contrat. Hein ? Comme on a besoin, on ne peut pas faire un enseignement à distance, en virtuel, constamment. Un CM, c'est pas, enfin, pour moi, c'est impossible. Même si vous avez vu ce qui se passe actuellement avec les écoles, hein, les enfants devant des écrans une grosse partie de la journée, ça prépare une réforme future. Ça, des robots instituteurs ou professeurs des écoles, c'est ce qui va attendre, c'est ce que vont subir vos enfants, à mon avis. Moi, j'ai pas d'enfants, donc ils ne subiront pas, et puis je suis beaucoup plus âgée que vous. Mais il y a de chances que si on ne freine pas ce mouvement, on arrive à ça. Ça peut avoir des avantages et des inconvénients. Sauf que, qu'est-ce que je viens de vous dire, l'information tacite, elle est indispensable. Il y a des choses qui se passent dans le tacite qui ne se passent pas, et là, les coûts d'interaction en face à face sont très élevés. C'est bien pour ça que là, on essaye de faire du virtuel. C'est pas anodin. On veut faire baisser le coût de certaines activités. C'est pour ça que ça passe en virtuel. Prenez l'exemple, et je vous prends un exemple juste qui va tout de suite, ça va vous marquer. Vous avez vu les salles de sport aujourd'hui? Vous avez des forfaits juste pour les machines, pour la douche, vous pouvez rajouter un peu, et le forfait pour les cours virtuels. Et puis des fois, vous pouvez avoir le package avec les cours en face à face. Bah, regardez le prix, le forfait avec les cours en face à face. Combien le prix du forfait annuel sera beaucoup plus élevé que si vous avez simplement des cours virtuels. Typiquement, comment ça s'appelle il y en a à Lyon en plus. C'est Fit quelque chose? Comment? Basic Fit a des cours dans certaines salles à Paris. Il y en a 2 qui font des salles des cours en face à face, sinon c'est des cours virtuels. Et vous en avez un abonnement sans cours virtuel. C'est bien ce que je vous dis. Donc, voilà. Et donc c'est sûr que plus c'est cher en face à face parce qu'il se passe autre chose et qu'on observe et qu'on peut regarder vos postures si vous êtes dans les bonnes positions. On peut imaginer une société où on arrivera finalement à marchandiser finalement ce cours virtuel et ce cours en face à face. Parce que les coûts d'interaction sont élevés. Et c'est ce que je vous ai mis, l'importance des coûts d'interaction en face à face. Une complémentarité des services fait que quand vous signez un contrat et que pour signer ce contrat vous avez besoin de 3 spécialistes, il faut mieux que vous soyez dans une grande ville pour trouver ces 3 spécialistes. Et puis en plus, il va falloir que vous vous déplaciez. Donc vous allez vous déplacer ponctuellement. Donc vous allez essayer, finalement, ces frais de déplacement sont très élevés. Ça génère, si vous ne voulez pas écouter cours, au fond, vous prenez vos affaires, vous en allez. Il n'y a pas d'obligation de présence à l'université. Il y a juste une obligation de respecter l'enseignant, chercheur. C'est tout. Donc du coup, c'est cumulatif finalement. Il faut qu'on soit dans une ville, dans une grande ville, parce que là, on va pouvoir avoir des spécialistes de spécialistes. Et puis, dans cette grande ville aussi, on va avoir des liaisons à distance, à très grande distance. Là, on va
fibre optique ou la 5G. Donc du coup, c'est ça qui va faire que c'est cumulatif. Donc là, le processus cumulatif d'agglomération est lié à ça. Et là, c'est ce que je vous disais, j'ai avancé sur la diapo, existence de coûts fixes élevés pour les interactions à distance. La 5G, par exemple, on ne va pas l'installer dans la Creuse aujourd'hui, parce qu'il y a des coûts fixes qui sont énormes. Donc, ils sont liés aux équipements. Donc, notamment les équipements terminaux, les téléports, les stations terrestres de télécommunications, celles qui sont par satellite, les réseaux sous-marins, etc. Puis, il y a aussi des coûts qui sont liés au réseau de transport des équipements lourds, comme les terminaux aériens. Donc, du coup, on a une concentration de ces équipements, et donc ça renforce le processus cumulatif. Ça va ? Donc, ce qui explique les métropoles globales, c'est d'abord l'action des fortes agglomérations dans le contexte qu'on a décrit précédemment. Mais pourquoi, dans ce cas-là, pourquoi il y a plusieurs métropoles globales? Pourquoi il n'y aurait pas qu'une métropole globale? Si là, on a tous les avantages, on pourrait avoir les meilleurs spécialistes des services, des coûts d'interaction à distance faibles, des coûts d'interaction en face à face relativement faibles, parce que je pourrais vite me déplacer. À votre avis, parce qu'il y a des forces de dispersion. Et quelles sont ces forces de dispersion? Pour le conseiller d'orientation, ça s'appelle. Les forces de dispersion, ça va être la congestion. Aussi, le fait que, là je vais rester là-dessus, il y a des cultures différentes à travers le monde et que pour capter ces cultures, il faut être aussi présent, il faut être sur place. D'accord? La création, la décision et les contrôles, elle est spatialisée. Donc du coup, et comme je vous l'ai dit, chaque métropole va être complémentaire les unes aux autres. Donc elles vont pouvoir tirer avantage d'un élément historique ou d'une spécificité locale ou d'un savoir-faire local. Donc du coup, on ne peut pas avoir qu'une métropole globale. Il n'y a pas une seule alpha GAWC. Il n'y en a pas une seule. Il y en a plusieurs, du fait des forces de dispersion. Donc, qui sont générées par la congestion, la pollution, toutes celles qu'on a dit précédemment, auxquelles il faut rajouter la spécificité de la différenciation des biens et des services. Il faut aller collecter l'information quelque part. Donc, du coup, à un moment donné, on a besoin de plus d'être regroupé dans certaines zones. Ça va pour tout le monde ou pas? Donc, parler métropolisation, sans avoir vu ce qu'est une force d'agglomération, une force de dispersion, c'est impossible. Vous ne pouvez pas comprendre le processus. Et le processus actuel, il est dans un contexte particulier. Ce que je vous ai énuméré un peu rapidement, je l'avoue. Hein. Mais là, c'était évidemment le contexte là, les 3 diapos sur le changement technologique, les changements géopolitiques, la transformation de l'économie, hein, qui vraiment a conduit à cette émergence des métropoles globales. Ce que certains appellent les villes mondiales, mais vous êtes d'accord que je vais exclure ce terme, moi, parce que mondial, il y en a toujours eu des villes mondiales. Donc là, vous avez compris l'utilisation des termes. À chaque période historique, pour moi, correspond un terme. Et je vous renvoie à d'autres écrits. Donc du coup, on va arriver au cas de Paris. Paris est très très bien placé pour qu'on arrête de taper sur Paris. Vous avez compris aussi qu'une métropole globale, avoir une métropole globale ou ce que d'autres appellent les villes globales, hein, comme Sassen, c'est un atout ou pas pour un pays? Oui, puisque c'est elle qui maîtrise, qui décide, qui contrôle et qui crée. Donc c'est un pouvoir économique puissant à l'échelle internationale. C'est bien pour ça qu'après on a voulu faire, que Nicolas Sarkozy en 2005 a voulu faire le Grand Paris. Il a mis en place le ministère. Moi, le ministère de la Recherche et de l'Agriculture n'a pas voulu accepter mon détachement. Sinon, j'aurais travaillé avec Christian Björn sur cette question du Grand Paris. À l'époque, je travaillais vraiment que là-dessus et sur l'innovation. Donc là, moi, je l'ai vu émerger, j'ai vu comment ça s'est construit. Bon, après les élections et ce qui s'est passé avec l'histoire blanche, je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire de cigare, mais bon, ça aurait pu être autre chose. Mais voilà, mais au début, c'était du BTP. Il fallait mettre un réseau pour que ça aille très vite. Et on était où? On était justement sur ce qu'on disait, effet réseau de communication, effet réseau de transport.
Voilà. Il fallait pouvoir aller très vite et qu'on garde notre rang. Pourquoi on ne peut pas les garder le rang de Paris? Parce que c'est l'endroit où si on perd notre métropole globale ou notre ville globale, on perd du pouvoir économique à travers le monde. Donc notre puissance économique diminue. Et c'était la thèse de Sarkozy, qui ne semble pas complètement inintéressante quand on a vu ce cours-là. Donc du coup, voilà un peu la question qui est après la métropole de Paris, autre histoire, pour pouvoir gouverner un peu mieux et puis rassembler les territoires aux alentours. Donc c'est aussi la question qui est posée aujourd'hui, grand et gros, est-ce que c'est la même chose? Il ne faut pas confondre la grosseur, le fait d'accumuler des choses ensemble, et puis la grandeur. On peut être grand et de petite taille. Donc là, je vous renvoie à un article qu'on a écrit avec Jean-Marie Olliot sur la taille ne fait pas la fonction, un article en anglais. Vous trouverez facilement. Donc pour Paris, oui, Lyon serait pareil. Non, pas du tout. Paris, dans les classements, est toujours situé très vite dans les 5 premières ou dans les 10 premières. Et là, on regarde le niveau de connectivité des entreprises, 4e position. Alors, il y a une variabilité d'une année sur l'autre. En termes d'image, en 2013, 3e position dans le Global Power City Index, ça c'est la Fondation Maury, c'est 3e position. Global City Index 2008, on pourrait regarder celui, je crois qu'ils sont toujours en 3e position. Dans le Master Card Index, pareil, dans les villes d'opportunité, 4e position dans les villes, dans l'enquête sur les villes, entre guillemets, monde, mais plutôt global 2005, 3e position. Donc voilà, une assise finalement. Et puis là, on a vu cette année aussi une attractivité très importante de la France, et notamment en Île-de-France, et qui était liée à quoi? Et là, ça, en pleine actualité, on est. La France est attractive, c'est pas moi qui le dis, c'est les chefs d'entreprise étrangers qui s'installent en France. Pourquoi? Parce qu'elle a des talents et des chercheurs. Et aujourd'hui, on a la LPPR qui va casser tout ça. Donc, on est content d'avoir une superbe attractivité. J'ai travaillé sur l'attractivité 2015, compétitivité et attractivité des territoires. Je vous renvoie à ces écrits avec des collègues et des spécialistes de l'attractivité. C'est ce que disent les chefs d'entreprise des multinationales qui s'installent en France. Pourquoi? Parce qu'on a une politique de la recherche intéressante. Et là, je vais tweeter. Donc, allez sur Twitter, vous trouverez mon tweet. Exactement aussi. Pourquoi? Parce qu'on a des talents. Voilà. Et parce qu'on a un système éducatif qui fonctionne plutôt bien au niveau de l'université. Bienvenue dans le monde merveilleux aujourd'hui. On est content d'être attractif. On fait un sommet à Versailles sur l'attractivité en faisant venir les chefs des multinationales. Mais finalement, on ne parle pas de ce qu'ils nous ont dit. Et on produit une lettre, on produit peut-être une loi qui passera par petits bouts, donc qui ne sera pas vraiment une loi, pour ne plus avoir de subventions, puis avoir une réforme inégalitaire et darwinienne. Donc, ce qui fait peut-être notre spécificité, on est en train de perdre les talents de la française, les mathématiciens, les ingénieurs, etc. Donc voilà, donc ça c'est pour finir le cours sur peut-être un retour sur le cours précédent de géographie de la mondialisation. En fait, voilà, l'attractivité d'une ville est très particulière. Elle n'est pas simplement liée à la ville elle-même, mais elle est liée à ce que vous l'avez entendu, sûrement ce terme, son voisinage, son hinterland. Vous l'avez vu en TD ou pas, ça? Voilà. Donc ça c'est hyper important, c'est ce qui fait. Donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une métropole globale, Paris ne peut pas vivre seule en fait. Elle a besoin, elle est en complémentarité avec Lyon, elle n'est pas en concurrence avec Lyon, pour remettre les pieds dans le plat et retirer ces idées reçues. Grenoble et Lyon, pourquoi ils seront en concurrence? Ils sont complémentaires, ils n'ont pas du tout les mêmes atouts. Donc il faut observer ces travaux-là pour pouvoir comprendre que la complémentarité des territoires, c'est peut-être ce qui peut nous permettre d'avancer, d'avoir un peu plus de développement. Donc là, c'était une carte de 2010, vous pouvez la refaire. C'est la documentation française qu'ils m'avaient produite pour Questions internationales. Je leur avais donné les données, c'est pas moi qui ai fait cette carte. Et du coup, celle-là, vous n'avez jamais pu la voir parce qu'ils n'ont pas pu la capter des cours précédents. Ça, c'est dans les articles. Donc là, ils m'avaient produit cette carte où vous voyez en fait New York
Londres en Alpha++, Paris qui arrive juste derrière. Donc les villes globales, vous avez compris que les villes globales de Sassen et les métropoles globales telles que je vais un petit peu plus loin, puisque Sassen s'intéressait beaucoup à la finance et pas forcément à la forme aussi urbaine en fait de la ville. Ce qui fait la différence entre ses travaux et les nôtres, c'est elle a fait la préface de notre dernier bouquin avec Jean-Marie Oblio, donc pour vous dire que c'est une de mes proches. Voilà. Donc on est dans la lignée, je suis dans la lignée de ces travaux-là, mais c'est insupportable en fait. Mais par contre, la métropole, c'est extrêmement important de comprendre. Ce que je vous ai mis ici, c'est les formes, d'accord? Les formes urbaines propres à la métropole globale. Ça, c'est vraiment un élément qui est essentiel, qui est souvent omis. Parce que finalement, quand on va observer les métropoles globales, on oublie qu'elles sont aussi, c'est comme si elles étaient aspatiales, elles sont suspendues, alors que non, finalement, elles produisent des effets sur le sol, en fait. Donc ça, c'est aussi peut-être encore des travaux qui pourraient être un peu spécifiés là-dessus. Et là, il y avait une revue. Alors là, c'est ce que j'ai utilisé pour le cours, hein, donc c'est normal que vous ayez plutôt le cours Paris. Et tout le cours d'avant, c'est dans l'ouvrage Économie des villes contemporaines. Une lecture géographique, une lecture économique avec les modèles. Vous voulez lire les modèles, vous lisez les pages où il y a les modèles. Vous voulez juste lire à la manière géographe, vous lisez que le texte. Voilà. Donc, pour moi, c'est fini. Donc, là, j'ai fini ce que j'avais à vous dire. Maintenant, je voudrais savoir s'il y a des questions, puisqu'il nous reste un petit peu, il nous reste 10 minutes. Donc, au moins 5-10 minutes de questions sur ce qu'on a dit, des choses qui vous paraissent pas claires, vous voulez que je précise. Non, ça, tout est clair? Donc vous récupérez le diaporama.